Eh bien, voilà, voilà. Donc, moi aussi, comme dans le chat, certains d'entre vous le disent, je suis aussi très, très heureux de vous retrouver. Et donc, première petite chose, mais pas petite, importante, Françoise sera pas des nôtres aujourd'hui. Elle a un challenge à remplir aujourd'hui, cet après-midi. Nous avions un énorme stage qui a duré depuis vendredi. Et puis, elle a accepté, pour rendre service, l'arrivée d'un groupe en soirée. Donc, il y a un travail monstrueux qu'elle a pris en charge à partir de maintenant. Donc, je vais assurer la séance tout seul. Et du coup, ben, je me suis dit que j'allais me lancer un petit défi parce que on a, comme tous les ans, pour cette première séance réelle de la continuation, donc chapitre premier des quatre chapitres perdus qu'on partage d'habitude avec vous, on a un script de 15 pages et j'ai décidé pas de le mettre à la poubelle parce que bon, je vais pas non plus m'en débarrasser, mais je vais pas du tout m'en servir aujourd'hui. Je vais pas du tout me servir non plus du PowerPoint habituel qui soutient cette présentation. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Parce que quand j'ai commencé à relire le chapitre 25, et en sachant toutes les démarches de recherche, etc., qu'on a faites et qu'on a d'ailleurs partagées en partie durant l'événement avec ceux qui étaient présents, je me suis rendu compte à quel point il y avait des liens incroyables. Et en fait, la compréhension de cet article, alors que ça fait, je sais pas, ça fait depuis 2013 que je lis ça chaque année, d'abord avec Marc Januszewski pendant quelques années, pendant la formation anglaise, quand j'étais guide, enfin je le suis toujours, mais et puis quand nous avons commencé en francophonie. Donc là maintenant, avec l'éclairage plutôt de nos découvertes là, de ces derniers mois, eh ben, la lecture se fait d'une façon incroyable et ça met d'autant plus le génie de Charles Haanel en évidence parce que manifestement, il n'était pas au courant des connaissances ici que on a décidé au fil du temps de partager avec vous aussi. Mais néanmoins, il est droit il est en plein sur le point ici. Et donc, c'est ça que j'avais envie de faire avec vous. Donc, j'ai pris 3 pages de notes en parcourant le texte et je vais les refaire avec vous. Je vais faire un petit sondage, juste vous demander parmi vous quels sont ceux ou celles qui ont eu le temps ou pris le temps de lire le texte. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'ont fait? Moi, Ouais, Didier, super. Est-ce qu'il y en a de fait? Oui, faites-moi un petit signe de Isabelle, super. Petit signe juste pour savoir. C'est pas obligatoire, hein, donc je sais bien que. Pareil, bonjour, j'ai lu le texte. Ah, je bravo. viens de le lire juste il y a 5 minutes, j'ai fini. Ah, génial, bravo. Donc, je suppose que comme tous les autres textes de Arnold, vous l'avez trouvé relativement compliqué. Et, euh, et disons, oui, c'est à la fois, on voit bien de quoi il parle et tout ça, et en même temps, il y a toutes sortes de questions qui surgissent quand on décide d'aller en profondeur là-dedans. Et donc, voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. Et pourquoi j'ai eu envie de faire ça aussi? Ben, écoutez, je ne vais pas tourner en rond. On est en train, Françoise et moi, d'envisager le lancement d'une formation qui va suivre, donc qui va compléter cette formation-ci. Celle-ci va continuer évidemment au fil des ans parce elle permet de construire une fondation vraiment avec toutes les pratiques que vous avez découvertes hein, et que j'espère vous continuer à pratiquer comme nous on le fait. Parce que, alors quand je dis une fondation, oui, parce que ça nous conduit précisément à l'objectif principal qui est de faire de nous des penseurs autonomes, de nous apprendre à penser par nous-mêmes. Ce qui, je vous le garantis, si vous avez encore des doutes par rapport à ça, on est dans un monde qui ne favorise absolument pas ça. On est conditionné depuis notre plus tendre enfance, on est bombardé par toutes sortes de distractions de tous ordres qui vraiment sont des défis très très importants par rapport à cette démarche de penser par nous-mêmes. Euh, et donc les découvertes que nous avons faites ces dernières semaines, ces derniers mois, ne font que confirmer ça. Alors, je ne sais pas si je vais. Non, alors, je ne vais pas partager tout ça ici avec vous aujourd'hui parce que ça serait vous submerger de choses et ce serait inutile. Par contre,
ce qu'on a décidé de faire, Françoise et moi, pour les 6 mois qui viennent, en utilisant toutes ces opportunités de ces zooms mensuels de continuation, et on va peut-être en ajouter l'un ou l'autre en cours de route, mais ça va être de faire ce qu'on a fait pendant les 6 mois de la formation, c'est de construire une progression. Et une progression qui devrait normalement, enfin c'est mon espoir, vous amener à vous intéresser de plus près à tout ce qu'on est en train d'étudier ici et qui sont des choses de notre point de vue évidemment, mais ça ce sera à vous de faire de construire votre propre point de vue en pensant par vous-même précisément. Euh, et donc notre rôle c'est de partager, de vous donner envie et après votre rôle à vous c'est de valider ou d'invalider et de continuer votre chemin en étant plus éclairé en tout cas. Voilà, donc tout ça, tout ce préambule étant fait, euh, vous voyez, en fait, au départ, ça c'était le... J'espère que j'ai partagé l'écran. Oui, vous avez mon écran là. Vous voyez l'agenda pour l'instant? Dites-moi si vous voyez l'agenda. Oui, Oui. ok, super. Donc ça, c'était le programme traditionnel de chaque année, hein, depuis le début. Donc aujourd'hui, ben voilà, ça, on met tout à la poubelle sauf le premier point et on va juste garder ça. Mais on va évidemment, je supprime aussi tous les PowerPoint qu'il y a derrière parce que on va se servir essentiellement, et là je vais switcher de ce PowerPoint le plus souvent vers le texte lui-même, hein, comme ça vous aurez le texte que je serai en train de commenter sous les yeux. Euh, j'ai un autre défi, évidemment, c'est de terminer toute cette session à 18h15 parce que nous avons un Zoom guide très important à 18h30 et il y a toujours une phase d'enregistrement ici. Donc, moi, je vais m'arrêter avant 18h15 euh, parce que j'espère que vous aurez des questions, qu'il y aura des questions. Et donc, ce que je vous propose comme procédure, c'est s'il y a des questions qui vous viennent, n'attendez pas ou ne, éventuellement interrompez-moi ou alors inscrivez votre question dans le chat et comme ça, on va pouvoir interagir de façon plus efficace. Puisque je vous dis, ici, je suis dans une espèce d'improvisation mais qui me passionne parce que j'ai vraiment le sentiment de répondre à la demande qui vient de là-haut, si vous voulez, de partager ces choses. Et si vous êtes là, c'est probablement ben, parce que ben, vous faites partie de tout ça, de tout ce processus. Donc, euh, alors, en préambule, je, je l'avais déjà fait à la session ici chez nous à Dieulefit, mais je voudrais donner une citation d'un philosophe français qui s'appelle Edgar Morin. J'espère que vous le connaissez, ou si vous ne le connaissez pas, c'est un monsieur incroyable. Il... Il a poursuivi mes études pendant 4 ans. Ah, c'est vrai? Ok. Ah oui, alors. Donc, en fait, l'un de ses chevaux de bataille favoris, c'est la complexité, hein. Je me rappelle que quand j'étais consultant, on a travaillé sur un thème et donc j'ai eu l'occasion de rencontrer Edgar Morin parce un de mes consultants travaillait avec lui sur ce thème de la complexité de façon très concrète pour, disons, donner des outils pratiques à la DGA qui était, ça s'appelait, c'est quoi la DGA? Département général de l'armement. Donc il y avait une section là-dedans Direction générale de l'armement. Direction générale de l'armement, c'est ça. Il y a des gens qui sont des chercheurs de pointe et tout ça là-dedans. Et donc, cette théorie de la complexité les intéressait. Je ne sais plus pourquoi, ne me demandez pas. Mais en tout cas, c'est dans ce contexte-là que j'avais rencontré ce tome que j'avais trouvé comment dire, je trouve pas le mot, la charismatique, on va dire comme ça. Et en même temps, d'une simplicité incroyable. Enfin, voilà. Donc, mais bon, il fallait s'accrocher, hein, je veux dire. Il, voilà, il parlait pas de la pluie et du beau temps, hein, ça c'est sûr. Mais voilà. Et donc, mais par contre, l'autre jour, je suis tombé sur une citation de lui qui illustre vraiment la raison pour laquelle je trouve que il est grand temps de s'intéresser à notre propre, de reprendre notre propre sort. Il disait, le problème n'est pas que vous n'ayez pas été éduqué, le problème est que vous avez été éduqué juste assez pour croire ce qu'on vous a enseigné, mais pas assez pour remettre en cause ce qu'on vous a dit. Voilà. Et
le fait de remettre en cause ce qu'on nous dit, ben, c'est quelque chose dont il faut prendre l'habitude, en fait, non pas par esprit de contradiction, mais parce qu'en fait, euh, et ça, c'est quelque chose aujourd'hui dont je suis vraiment convaincu, mais c'est tout récent, hein. C'est qu'on ne peut absolument rien prendre, mais absolument rien prendre pour argent comptant. C'est absolument impossible. On ne peut pas faire ça. Euh, Parce que tout peut être remis en question. Est-ce que 2 plus 2 égale 4 peut être remis en question? Bon, je n'oserais pas aller jusque-là, quoique. Vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, en fait, on a découvert récemment, Françoise et moi, que, enfin, c'est pas nous qui l'avons découvert, c'est en continuant nos recherches et nos études qu'on s'est rendu compte qu'en fait, des choses que à peu près tout le monde prend pour acquis sont en fait remises en question par des enseignements qui sont très très anciens, etc. Je vais revenir tout à l'heure, je vous donnerai ces exemples et puis ce sera une source de réflexion pour vous. Voilà. Donc en fait, notre message, au fond, c'est celui-ci. C'est tout simple parce que ça nous ramène à la clé de la maîtrise. Ça va être après l'heure qu'on va passer ensemble. Ben, l'idée, ça va être simplement de revenir aux fondamentaux. Donc, j'espère que s'il y a une chose avec laquelle vous repartirez, c'est d'avoir encore renforcé votre conviction de poursuivre les pratiques que nous avons apprises ensemble sur la clé de la maîtrise parce que elle vous aide, elle nous aide en fait à nous rapprocher de cet état de penseur autonome. Faire la diète mentale, pratiquer le non-jugement et toutes ces choses-là, en fait, c'est un travail de fond qui est vraiment indispensable pour nous permettre de devenir vraiment, d'acquérir et de développer notre discernement, notre capacité à se connecter à notre source d'information intérieure, en fait. Ça aussi, c'est quelque chose que je vais amener progressivement, mais être capable de reconnaître, par exemple, une intuition qui vous vient ou quelque chose qui vient de votre être profond, c'est quelque chose d'hyper précieux et d'hyper important, justement pour améliorer votre capacité à être des penseurs autonomes, à penser par vous-même. Voilà. Et donc c'est juste ça, en fait, l'intention, hein, qu'il y a derrière tout ce que je vais dire par la suite. OK. Voilà. Donc, au fond, J'a- J'avais j'avais écrit en guise d'introduction, l'heure est grave, le temps de l'humanité est compté. Alors bon, c'est un peu pompeux et donc voilà. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est vrai qu'il y a des choses à faire d'urgence en fait, collectivement, si on veut. Disons, préserver notre capacité à penser par nous-mêmes, à vivre notre vie, etc. Donc, le fait de dire que l'heure est grave, c'est pas une idée de se mettre à paniquer, mais au contraire moi, en fait, l'effet que ça a pour moi, c'est quand je découvre ce genre de choses, c'est que ça augmente encore ma motivation à travailler à cette fameuse devise de Socrate, connais-toi toi-même. Parce qu'en fait, la clé, ça, normalement, vous le savez, elle est là. Puisque notre monde extérieur, donc tout ce qui s'y passe, absolument tout ce qui s'y passe, est un reflet de notre monde intérieur. Donc ça, c'est vraiment important de toujours se le rappeler. Voilà. Donc, euh, mon objectif à moi, c'est prioritaire dans la vie, c'est connais-toi toi-même. Et donc, tout ce que je fais va dans ce sens-là. Alors, c'est pas pour ça que ça doit être le même objectif principal pour chacun d'entre vous. Hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. Euh, Par contre, ce ce que je pense, que je crois, et à vous de décider de votre côté, c'est que quel que soit l'objectif principal qui est le vôtre, ça peut être, ben, je sais pas, de prendre soin de vos enfants pour qu'ils grandissent dans les meilleures conditions. Ça peut être de façon très pragmatique un aspect de la carrière professionnelle. Peu importe ce que c'est. Si vous avez un objectif qui n'est pas cette notion de connais-toi toi-même, ben, malgré tout, si vous ignorez cet objectif, ben, votre objectif principal, quel qu'il soit, ne pourra pas se réaliser de façon harmonieuse, on va dire. Donc, de toute façon, je pense qu'on est amené à devoir, au minimum, mettre ça à compléter notre objectif principal, quel qu'il soit, par ce travail de fond
qui va vers une meilleure connaissance de soi-même. Alors peut-être que je suis en train d'enfoncer une porte ouverte, hein. Peut-être que vous savez ça depuis, ou vous êtes d'accord avec ça depuis longtemps, ou voilà, je sais pas. En tout cas, voilà, je vous ai partagé ça, et c'est ce qui nous motive, hein, Françoise et moi aujourd'hui. C'est ce qui bah, voilà, l'autre jour, on discutait, tiens, mais pourquoi on se contente pas de s'occuper de notre jardin? Là, il y a tellement de choses. Enfin, on est débordé là. Les légumes coulent à flot. On ne sait plus que faire des tomates qui arrivent, tellement il y en a. J'aimerais bien les partager avec vous. D'ailleurs, c'est dommage que notre événement ne tombe pas au mois d'août parce que ce serait bien. On n'aurait même pas besoin de s'acheter de la nourriture. Ben voilà. Donc, c'est vrai qu'on a 24 heures de travail là-dedans. Et alors, pourquoi on passe encore notre temps à faire ces choses-ci et tout ça? Ben, un, parce que ça nous passionne, parce que c'est très, comment dire, enrichissant de vous fréquenter, dans l'échange avec des personnes comme vous. Et puis, c'est parce qu'il y a toute cet appel, au fond. Voilà. Donc, aujourd'hui, en fait, et d'après le texte de Charles Haanel, chapitre 25, ce qui ressort là-dedans, c'est penser par soi-même, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Voilà, qu'est-ce que ça veut dire réellement? C'est de ça que, c'est ça qu'on va découvrir ici parce qu'il nous l'explique, je trouve, dans ce texte. Ok, alors, je dois switcher en fait du PowerPoint vers, attendez, hein, comme ça. Là, normalement, je repartage. Je suis pas sur le bon, non, c'est pas bon. Attendez, bougez pas, partager, voilà, comme ça. Donc là maintenant, est-ce que vous avez bien le texte sous les yeux? Oui, Ok, super. Je vais essayer d'agrandir. Voilà, comme ça, je ne peux pas faire plus grand, sinon ça va devoir. All right. Alors, je vais couper les micros. Ok, donc, maintenant je me plonge dans mes notes après cette longue introduction. Euh, alors, ça commence déjà au tout premier paragraphe, hein. J'ai extrait là notre idéal est le moule à partir duquel émergera notre futur. Donc, ben oui, du coup, ça veut dire quoi? Ben, premièrement, qu'il faut un idéal. Parce que sinon, je vois pas. Si vous n'avez pas d'idéal, votre futur, il va arriver aussi, mais il va être un petit peu comme celui de la plupart des gens qui sont qui mènent une vie de désespoir tranquille. Donc, j'espère que vous travaillez chaque jour à votre idéal, hein, c'est la DBE, ou c'est peut-être d'autres choses que vous avez utilisées aussi pour compléter cette notion de DBE. Euh, ça, c'est la première chose que je vois qui découle de cette phrase. Et la deuxième chose que j'ai vue, c'est de savoir en fait comment se manifeste notre futur. Comment est-ce que le futur surgit de notre idéal? Et en fait, là, il en parle un petit peu plus loin, mais là, il y a toute une mécanique. En fait, on l'évoque très souvent hein, pendant la formation. Alors, il y a plein de choses qui ont été faites aussi dans le passé, mais c'est des trucs New Age, hein, avec le secret, toutes la loi d'attraction et tout ça. En fait, ici, ce qu'il faut simplement se rappeler, c'est que comment dire, notre futur, c'est notre futur soi. Et donc, il y a des éléments concrets, mais le fait est, une fois qu'on a l'idéal, vous le savez, vous avez appris ça, c'est de le rendre concret dans sa vision et ensuite de le lier à de l'émotionnel. En fait, il faut que ça vienne des tripes. Une fois que notre idéal est bien clair, dans le mental, dans la construction, il faut parvenir à le mettre dans les tripes. Donc, c'est ça le désir brûlant dont on parle dans la formation. Et c'est pour ça que, par exemple, on demande, quand on rédige la DBE, de compléter les objectifs avec des sentiments et tout ça. Bon, c'est un moyen léger, mais un point de départ, en fait, c'est ce qu'on peut faire de mieux dans un texte écrit pour la susciter. seule, ils font encore des- Bah ouais, ça, je sais pas pourquoi.
N'oubliez pas de couper quand vous parlez. Voilà. Voilà. Donc c'est de pouvoir, comment dire, transformer cet idéal en désir brûlant. Donc, une fois que ça vient des tripes, en fait, l'univers se met en place. Et là, au fil de notre progression, j'espère pouvoir aussi vous montrer de façon beaucoup plus concrète encore cette mécanique de l'univers, parce que pour moi, c'est devenu tellement, waouh, tellement incroyable et en même temps tellement clair que oui, ben effectivement, cette notion de manifester notre futur, comment ça fonctionne, c'est devenu très clair. Donc, ça aide évidemment à de mieux en mieux fonctionner par rapport à ça. Alors, ici, alors, je continue. Je vous rappelle, si vous avez des questions ou si vous avez envie d'intervenir ou de faire un commentaire, euh, n'hésitez pas. Oui, Isabelle, j'ai bien vu, donc on va revenir à ça tout à l'heure. Ok. Alors, dans le paragraphe 2, je vous rassure, hein, je vais pas les passer, ça va pas prendre autant de temps pour chacun des paragraphes, mais il se fait que dans les premiers, il y avait pas mal de choses. Alors, il nous parle de cette substance à partir de laquelle et par laquelle toutes les choses ont été créées et sont continuellement recréées. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce qu'est concrètement cette substance? Et normalement, ceux qui étaient là en juillet devraient pouvoir répondre à cette question facilement. C'est ce qu'on appelle l'éther, peut-être, non? Non, pas tout à fait, pas tout à fait, mais c'est ce qu'il y a dedans en tout cas. Moi, j'avais la même idée. Moi, j'avais la même idée, c'était l'énergie pranique, mais l'énergie pranique ou éther, c'est la même chose. Donc, Ouais. Alors, en fait, c'est pas simple. c'est pas tout à fait ça. Je vais reswitcher, en fait, je vais vous donner la réponse. Je vais reswitcher sur le PowerPoint parce que là, j'ai Ouais. préparé Moi, j'avais une autre idée, c'était la pensée consciente, mais enfin bon, ou la presque, conscience, notre conscience autonome, mais bon. ouais, c'est presque ça. Tu brûles. Ok. Moi, je dirais l'esprit, mais bon. Voilà. La substance fondamentale de l'univers est la conscience. Voilà. La conscience. Attendez, qu'est-ce que je fais là? J'ai pas partagé, excusez-moi. Attendez, je suis un peu. Voilà, c'est de ça dont parle Charles Haanel. C'est de la conscience. La substance fondamentale de l'univers, c'est la conscience, conscience-énergie, hein, qui est créée au moyen d'un ordre intrinsèque de relations énergétiques. Ce sont des champs d'ondes scalaires. Et donc là, c'est très scientifique en fait, hein. Évidemment, les savants et les équipements à notre disposition par la science traditionnelle ne nous permettent pas encore d'atteindre ce niveau de détail, mais la particule fondamentale de l'univers, c'est la particule de conscience qui s'appelle particule et qui sont en fait des fréquences, et ce sont des ondes scalaires, ce sont donc des vibrations ou des oscillations de points de conscience qui créent à la fois la lumière et le son, et donc qui interagissent les uns, les, les uns sur les autres, etc. Donc et c'est pour ça qu'en fait, et ça les chercheurs d'aujourd'hui ont déjà mis ça en évidence, hein. Vous pouvez par exemple, si vous prenez un centimètre cube de substance, on va dire, vous avez là-dedans l'énergie suffisante pour éclairer une ville comme Paris pendant une semaine. Ça a été calculé, je ne sais pas trop comment, mais ça correspond tout à fait à ça, c'est l'énergie du point zéro, etc. Donc, les recherches pointent vers ça. Et donc, on a cette connaissance aujourd'hui à notre disposition de savoir que, en fait, la conscience est énergie et l'énergie est consciente. La conscience est énergie et l'énergie est consciente. Et Arnold, en fait, quand il nous dit que cette substance de base à partir de laquelle et par laquelle toutes les choses ont été créées et sont continuellement à créer, hein, donc tout ce qui existe est une manifestation de cette substance, c'est-à-dire une manifestation de la conscience. C'est exactement ça. Oui.
C'est la capacité à penser de l'homme qui en fait un créateur plutôt qu'une créature. Donc ça, c'est le complément de cela, évidemment. Allez, je reviens sur le texte. Oui, donc, tout ce qui existe est une manifestation donnée de cette substance de base à partir de laquelle et par laquelle toutes les choses ont été créées et sont continuellement recréées. Donc là, on parle de la conscience. Et donc, j'ai un autre ami qui s'appelle Franck Hatem et que je connais depuis une quinzaine d'années et qui a même créé une espèce d'université en ligne et donc qui enseigne exactement cela. Lui, c'est de la métaphysique, mais il est arrivé par des recherches de pure logique à démontrer que tout ce qui existe, il n'y a rien d'autre que la conscience. Tout ce qui existe est de la conscience. Que vous preniez, nous en particulier, mais vous prenez mon verre d'eau, le verre, l'eau qu'il y a dedans, etc. Tout ça est fait de conscience. Évidemment, les capacités ne sont pas les mêmes, hein, que vous preniez un cristal ou un être humain, c'est pas des niveaux de conscience identiques, mais en tout cas, tant le cristal que l'être humain est fait de conscience. Voilà. Alors, gardez ça juste en tête, hein, ça n'a pas des conséquences très évidentes sur votre vie quotidienne de savoir ça tel quel maintenant, mais je peux vous garantir qu'au fur et à mesure que les points vont se relier, si vous avez envie de les relier, évidemment, avec nous, ben vous allez voir à quel point c'est important. Ok, je continue. Après, attendez, où est-ce qu'on en est? Après, on passe au 4 ici. Il parle bah oui, juste pour confirmer, hein, il parle de l'énergie intelligente. En fait, on vient de voir que la conscience est énergie et l'énergie est consciente. C'est à peu près pareil, c'est ce qu'il dit ici, hein. Voilà. Donc, alors, après, on passe au 6. Tu mets le texte, Luc? On l'a pas. Pas vu? Ah, pardon, excusez-moi, je croyais que c'était le cas. Merci, merci Abbas. Ah oui, du fait de switcher. Voilà, ici. C'est bon comme ça? Vous avez C'est le... parfait. Ok, ok. Donc, je passe au paragraphe 6 là. Les hommes ont encore à se tourner vers l'étude de la vie elle-même, et avec les connaissances ainsi acquises viendront la paix et la joie et des jours heureux. Donc, en fait, ici, ça me donne l'occasion de parler en 2 minutes des sources que nous utilisons là depuis 1 an et demi à peu près. Et ce sont des sources que j'ai découvertes récemment, mais qui sont extrêmement anciennes. C'est les enseignements. Donc, ceux qui sont venus en juillet, j'en ai parlé, hein, vous en avez entendu parler. Je vous rappelez simplement. Ça s'appelle la science kélontique. On retrouve des traces de ça dans pas mal de textes très anciens. L'un des plus anciens, c'est le Mahabharata, qui est un des textes fondateurs en Inde, qui sont bien plus anciens que les textes bibliques, hein. On retrouve aussi les textes de la Gnose qui sont inspirés de ça, enfin, c'est pas inspiré, ils viennent de ça, c'est ça en fait, c'est là. Et donc très récemment, en fait, en 1998 ou 19, une dame qui s'appelle Ashayana Dean a commencé à partager des enseignements qui s'appelaient cette science kélentique, les enseignements de la liberté, qui sont donc issus de cette très ancienne source déjà connus des Atlantes. Donc j'évoque ici les Atlantes comme s'ils avaient existé, mais ils ont existé. Et donc, si on n'en parle pas dans nos livres d'histoire, il faudrait se poser la question et se demander pourquoi. Mais donc, pour ceux et celles d'entre vous pour qui c'est une surprise, sachez qu'en fait, on a découvert des vestiges aujourd'hui de l'Atlantide, hein, on ne sait plus un secret. Il n'y a plus de mystère de l'Atlantide, on sait où ça se trouvait. Et j'ai vu récemment une vidéo de plongeurs ou de mécaniques des systèmes de plongée qui ont retrouvé des bâtiments, des superstructures dans l'Atlantique très très profonds, etc. Enfin voilà. Donc l'existence des Atlantes est maintenant avérée, hein, pour ceux qui veulent bien accepter de regarder la vérité en face, même si ça ne va pas encore être enseigné prochainement dans nos écoles, mais espérons que ça vienne prochainement. En tout cas, donc toute cette science était non seulement connue, mais pratiquée
de manière beaucoup plus, comment dire, ouverte et profonde et efficace, évidemment, que chez nous, puisque chez nous, c'est quasiment oublié. Voilà. Donc, euh, donc voilà. En fait, l'étude de la vie elle-même, c'est là-dedans. On en trouve des informations très, très concrètes. Alors, je continue au 7. Euh, attendez, hein. Voilà. De tout temps, les philosophes ont rêvé du jour où l'homme deviendrait maître de la matière. Alors, ici, par contre, là, je suis un petit peu en décalage avec Charles Hannel parce que la réponse à cette question de se rendre maître de la matière, c'est pas une réponse philosophique, hein. Des personnages célèbres de l'histoire, hein, j'en cite quelques-uns, Jésus, Bouddha, plein d'autres avatars, hein, pour ceux qui connaissent ce concept. Nous, on en a fréquenté un ou deux, Mermera, par exemple, ou Ama. Ce sont des avatars aussi. Je ne sais pas de quelle dimension, mais en tout cas, des- ce sont des êtres humains qui ont des capacités particulières simplement parce qu'elles ont un degré de conscience plus avancé que nous, que le commun des mortels. Voilà. Mais donc, tous ces avatars, on va les appeler comme ça, hein, donc tous ces êtres humains avancés, on va dire, avec des facultés avancées, ont toujours su comment, en fait, maîtriser la matière. Hein, c'est pas un secret du tout, en fait. Et dans cette science qu'est l'ontique, en fait, là, je peux vous dire après un petit peu d'études, on comprend exactement comment ça peut se passer. Il y a zéro problème, puisque en fait, la conscience étant la seule substance de l'univers, la conscience étant en même temps faite de points de vibration, donc de fréquences, tout est fréquence, tout est énergie. Et donc, en fait, le monde dans lequel nous vivons est un gigantesque hologramme. Là, j'ai pas le temps d'expliquer ça en détail, mais qui n'est fait que d'ondes scalaires qui sont en vibration à des fréquences différentes. Et c'est ce qui crée notre perception actuelle de fait que certains objets sont solides, etc. Et donc, j'ai passé un peu de temps l'autre jour, d'ailleurs, à étudier le fonctionnement de nos cinq sens. J'en ai parlé à Françoise. Eh bien, je peux vous garantir que toute la mécanique, en fait, qui nous permet par exemple, à vous de voir ce qu'il y a à l'écran ou d'entendre ce que je suis en train de dire, etc. Mais tout ça, en fait, est une mécanique extrêmement sophistiquée qui passe par toute notre anatomie énergétique et puis physiologique et qui fait que, voilà, on perçoit les choses et on peut distinguer l'écran comme étant séparé de soi. On peut se voir les uns les autres comme étant séparés les uns des autres, alors qu'en fait, si nous avions la faculté de regarder le champ, l'étendue complète de l'espace dans lequel nous évoluons, en fait, nous verrions que nous sommes tous reliés les uns aux autres par une gigantesque grille d'ondes scalaires, de points qui vibrent entre eux. Alors quand les points, il y en a beaucoup, hein, je peux vous dire. C'est vrai que des points de conscience, il en faut beaucoup pour créer le monde dans lequel nous sommes. Mais enfin, voilà, n'empêche que c'est comme ça que ça marche et c'est une mécanique absolument incroyable. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, cette question n'est pas philosophique. La maîtrise de la matière, nous avons tous le potentiel non seulement de la comprendre, mais de la réaliser lorsque nos capacités, et donc en particulier lorsque notre conscience s'élève. À un moment donné, en fait, nous aurons, si nous travaillons à ça, un niveau de conscience qui va atteindre un tel niveau que nous aurons cette maîtrise de la matière. Voilà. Et c'est pas de la science-fiction. Même si c'est dans la science-fiction qu'on le voit aujourd'hui, hein, vous voyez, les téléportations et tous ces machins-là, on voit ça dans les films de science-fiction, mais ça peut devenir de la réalité avec un travail de notre part. Bon, pas du jour au lendemain, hein, je vous le dis, au cas où vous seriez en train de vous demander quand est-ce que ça pourrait arriver. Mais en tout cas, voilà. Alors, en fait, à partir du paragraphe 8 jusqu'au paragraphe 16, c'est hyper intéressant, évidemment, mais je ne vais pas m'appesantir, hein. Là, il décrit des processus vitaux qui se produisent dans le corps physique et il décrit les interactions entre le corps, l'âme et l'esprit.
Et voilà. Et alors ça, par contre, c'est très intéressant parce que cette notion de corps, d'âme, de surâme, donc d'esprit, et je vais ajouter d'avatar, en fait, ça correspond réellement à la construction d'un être humain complet. Un être humain, en fait, possède un corps, effectivement. Et là, je suis pas en train d'évoquer des principes religieux, je suis en train, au contraire, de me référer à cette science qu'est l'antique, qui explique exactement comment un être humain est constitué. Et donc, vous savez, par exemple, je vais le dire comme ça, on se voit là, on a un corps physique, donc ça c'est ce qui est visible. J'espère que vous savez tous qu'il y a aussi des concepts d'énergie. Nous ne sommes pas qu'un corps physique. En effet, on a une aura, on a des chakras, on a des méridiens d'énergie. Donc tout ça, ce sont des choses invisibles, mais qui constituent notre anatomie, on va dire. Et donc nous avons effectivement une anatomie énergétique qui est extrêmement sophistiquée, qui va bien au-delà de ce que je viens de citer, qui va bien au-delà de l'aura, des chakras et des points méridiens. Il y a une, un ensemble d'autres organes énergétiques. Donc il y a une anatomie énergétique qui nous projette sur un grand nombre de dimensions. En fait, je veux dire, pour être précis, sur 15 dimensions. Voilà. On est dans une matrice à 15 dimensions. euh, et vous savez bien qu'on parle des trois premières dimensions, dimension 1, 2, 3, dans laquelle on évolue. Certains, le New Age parle beaucoup de la dimension, de la D4, de la D5. On est en train de passer en quatrième dimension, en cinquième dimension. Ça veut dire quoi concrètement? Ben, ça veut dire que notre conscience est en train de s'élever dans ces gammes de fréquences. On peut voir les dimensions comme des gammes de fréquences. Voilà, nous sommes comme des postes de radio extrêmement sophistiqués, capables de capter des gammes de fréquences à plusieurs dimensions. Et pour l'instant, en fait, avec nos cinq sens, par exemple, nous captons des gammes de fréquences qui sont dans les trois premières dimensions. Voilà. La matière telle que nous la connaissons, physique, hein, notre corps physique ou une chaise, un caillou, une table, ben, tout ça, ce sont des choses qui sont dans les fréquences de deuxième et troisième dimension. Vous voyez. Mais on n'est pas limité à ça. Un être humain, en fait, il est capable de se développer et il a une anatomie. Chacun d'entre nous possédons ici et maintenant une anatomie qui nous projette sur 15 dimensions. Vous voyez. Et donc, au fur et à mesure que notre conscience sera capable de s'élever là-dedans, de s'élever dans les dimensions, on va acquérir des potentiels, des capacités supplémentaires. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a des humains qui ont déjà fait ce travail d'élévation, on va dire d'ascension, parce que c'est un mot-clé qui va revenir, et qui ont atteint ces niveaux. Donc, je les ai cités tout à l'heure, hein, mais c'est c'est tous les avatars qui sont apparus dans l'humanité, dont on a retrouvé des traces écrites et tout ça, ou qui sont là encore aujourd'hui. Enfin, nous, on a assisté à des choses assez hors normes, hein, je veux dire, avec notre rationalité normale. Certains épisodes, je n'ai pas le temps de les raconter ici, mais qu'on a rencontrés en allant voir des avatars comme Ama ou Mermera, on a vu des trucs totalement incompréhensibles par la logique habituelle, oui, mais qui sont totalement explicables à partir de cette compréhension du fait que nous sommes des entités, des êtres humains qui sont projetés avec un potentiel beaucoup plus important que ce qu'on ne voit ici et maintenant. Voilà. Donc, et donc, tous ces processus vitaux et cette interaction entre corps, âme et esprit, bien ça a du sens puisque le corps, ce qu'on appelle le corps, c'est dans les trois premières dimensions. L'âme, c'est un concept qui évolue dans les trois dimensions suivantes, 4, 5, 6. Et puis l'esprit, là, on est du côté 7, 8, 9 et 10, 11, 12. On va dire ça comme ça pour simplifier. Vous voyez, donc, bah oui, il y a, un- il y a un chemin intéressant à parcourir hein, pour ceux qui ont envie. D'élever notre conscience progressivement pour atteindre ces couches, on va dire, en conscience. Voilà. Je pense que la plupart d'entre vous, vous devinez ou vous, vous subodorez qu'il y a effectivement une âme. De toute façon, je vais vous dire, quand vous avez une intuition ou quand vous avez quelqu'un qui fait preuve de dons extrasensoriels, etc.,
il faut se poser la question, mais d'où ça vient? Ben voilà, ça vient d'au-dessus. Ça vient, ça vient de nos parties supérieures. Et il y a de la communication, évidemment. Alors, bon, allez, j'avance. Au niveau, on va aller jusqu'au 17 là. Voilà. Ouais, Euh, c'est le paragraphe qui m'a touché le plus. c'est vrai, Didier. Ouais, le 17, j'ai dit waouh. Et dis-moi, qu'est-ce qui t'a touché là-dedans? Bah, c'est le redécouvrir comment le quatrième, c'est-à-dire l'énergie pranique, c'était la plus importante Exact. par rapport aux trois autres, Oui, qui sont essentielles, mais visiblement, c'est quand même l'énergie pranique qui est la plus importante de toutes. c'est ça, je suis d'accord. Voilà. Voilà. C'est le point que j'ai relevé aussi. Nous nous remplissons d'énergie pranique. Et donc, Mais moi, c'est le 16 qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Je l'ai même transféré en anglais à un ami tout à l'heure. Parce que celui-là m'a frappé quand je l'ai lu. Ouais. ok. Et donc, qu'est-ce que tu retiens dans celui-là? La piqûre de rappel. La piqûre de rappel? Oui, c'est un langage Ouais, un peu dangereux hein, que tu utilises là. Mais enfin, je comprends ce que tu veux dire. ouais, bah oui, bah c'est important de s'en souvenir tout le temps, je pense. Oui, oui, tout à fait. Hein, donc, Parce qu'on est envahi, comme tu disais au début, on est envahi, c'est difficile dans le monde qui nous entoure de rentrer complètement dans nos pratiques. exact. Je suis en train de lire un bouquin. D'ailleurs, je vais te donner la référence parce que le bouquin est en anglais. Mais donc, enfin, ou tous ceux qui peuvent lire l'anglais, ben, je vous donnerai le bouquin. Il est extraordinaire, justement pour nous permettre de créer des protections par rapport à tout ça. Donc, voilà, je te donnerai rappelle-moi si j'oublie en Ouais. fin de séance, mais je le ferai. OK. Alors, donc ici, oui, donc l'énergie pranique, voilà, donc tout à fait. Moi, ce que j'ai souligné là-dedans, c'est en fait l'énergie pranique, respirer le prana, c'est le principe des respiriens. C'est quoi les respiriens? En fait, c'est un groupe de personnes qui a été en fait initié par Yasmin. C'est une Australienne en fait il y a déjà 30-40 ans de ça, qui a commencé à se reconnecter en fait au potentiel humain qui en fait est capable, moyennant évidemment des conditions très sévères d'harmonie et de santé, hein, donc de ne fonctionner, de ne vivre qu'en respirant le prana, c'est de se nourrir de prana et donc d'abandonner complètement toute ingestion de nourriture et même de boissons, en fait, même d'eau. Plus besoin de rien. Donc les gens, en fait, moyennant une préparation très très longue, hein, il faut préparer le corps à pouvoir faire ça. Mais il y a des milliers et des milliers, des dizaines de milliers de personnes aujourd'hui dans le monde qui fonctionnent comme ça. Et en fait, ce que j'ai appris récemment, c'est que c'est ce principe de vivre de prana, de se nourrir de prana, c'est la fonction première de l'être humain de base. Donc, tel que nous avons été conçus au départ, eh bien, c'était ça, c'est comme ça que nous nourrissions. Donc, la manière dont nous nourrissons aujourd'hui avec un estomac, un système digestif et tout, c'est venu par après. Voilà. Bon, ça, c'est ce que j'ai découvert là. Après, ça vérifie, hein, chacun. Je vais vous dire, donc, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais pour devenir un penseur autonome, il faut faire preuve de discernement. Et donc, comme ça, je l'ai dit, par contre, il ne faut rien prendre comme argent comptant. Donc, même ce que je suis en train de vous raconter, je vous encourage. Alors, moi, je crois en ce que je raconte, je crois ce que je raconte, mais c'est pas parce que vous avez confiance en moi que vous devez avoir confiance dans toutes les infos que je partage avec vous. Vous avez besoin de, d'actionner votre propre discernement, ok? C'est très important. Pourquoi? Parce que si je me trompe, moi, je crois en ce que je partage, mais si je me trompe sur tout ou partie de ce que je partage et que vous me faites confiance et que vous prenez pour argent comptant suite à ça ce que je vous raconte, ben, vous partez avec aussi. C'est ce qui est arrivé dans plein de domaines, euh, pour moi et même pour des gens extrêmement évolués, pour des choses qui sont enseignées, et ça, je vais le citer tout à l'heure tout simplement. Donc cette mécanique de faire actionner votre discernement, elle doit être, ça doit devenir je veux dire, enfin, quelque chose qui se déclenche automatiquement à tout moment. Ok?
C'est super important. Je sais pas pourquoi. Ah oui, c'est ça, l'histoire de l'énergie pranique. Donc, j'ai découvert récemment qu'apparemment, c'est notre fonction première de vivre comme ça, de nous nourrir comme ça par le prana, plutôt que par la nourriture, etc. C'était un petit peu par dégénérescence, en fait, que nous avons été amenés à devoir ingérer de la nourriture et tout ça pour pouvoir continuer à avoir de l'énergie pour vivre. Mais on peut refaire le chemin en sens inverse. Il y a quelques années, j'ai rencontré quelqu'un qui se préparait à devenir un respirien. Donc, il m'avait expliqué à l'époque tout ce qu'il devait faire. Ben, il avait enlevé tous ses plombages pour ne plus avoir de mercure dans les dents. Enfin, il fallait se purifier le corps très, 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 très loin, etc. Il y avait plein de choses à faire. Et puis, à un moment donné, on pouvait commencer à faire ces pratiques que je ne connais pas en détail, mais qui sont disponibles, hein. Il y a plein de bouquins là-dessus. Voilà. Après, j'avance. Alors là, on est sur les paragraphes 18 à 24. Et là-dedans, en fait, c'est tout un développement justement sur la respiration. Et là, il nous rappelle en plusieurs paragraphes, hein, j'ai pas le temps, je prends pas le temps de m'appesantir, mais il nous dit toutes sortes de choses pour l'importance de respirer correctement, hein. Voilà. Donc, moi, je vous encourage, hein, j'en avais parlé pendant notre formation de juillet. Bon, pour ceux qui étaient là, j'espère que vous y avez pensé. En tout cas, sinon, profitez de ça pour vous rappeler. C'est hyper important d'apprendre à bien respirer parce si on se laisse aller par le quotidien, ben, on oublie et on respire mal. Et du coup, ben, ça a plein de conséquences. On passe à côté d'un potentiel très important. OK, voilà. Après, le 25. Là, on a une notion intéressante de la liberté, hein. Donc, il nous dit la liberté ne consiste pas à ignorer un principe directeur, mais à s'y conformer. Et pour une fois, le conformisme est important, là. Les lois de la nature sont infiniment justes. La violation d'une loi juste n'est pas une liberté active. Les lois de la nature sont infiniment bienfaisantes. Se mettre à l'écart de l'action d'une loi bienfaisante n'est pas de la liberté. Alors voilà, la liberté consiste à établir une relation consciente et harmonieuse avec les lois de l'être. Voilà. Donc ça, c'est évidemment une superbe définition de la liberté, hein. C'est pas du tout pouvoir faire ce que je veux quand je veux où je veux. C'est un concept totalement abstrait, illusoire, qui tient pas la route, évidemment. Alors voilà, maintenant, on va arriver au point crucial. Et c'est là en fait que j'ai décidé de faire ce que je suis en train de faire avec vous. J'espère que ça va, hein, que vous arrivez que je vous embête pas trop là. Voilà. Mais c'est ceci. Voilà ce qu'il nous dit. C'est bien, je suis bien en 30, hein, attendez. La création est un pouvoir du mental par lequel la pensée est tournée vers l'intérieur et conçue pour imprégner et concevoir de nouvelles pensées. Voilà. C'est la raison pour laquelle seul un mental éclairé peut penser par lui-même. Je vais les récupérer, tu vois, il y a des boules naturelles qui se créent. Là, je vais les faire. Attendez, on ferme les micros. Donc, c'est la raison pour laquelle seul un mental éclairé peut penser par lui-même. Waouh! Et donc là, je me suis dit, mais là, il est en train de nous dire ce que ça veut dire de penser par soi-même, du coup. Donc, la question qui m'est venue immédiatement, ben, donc, c'est quoi un mental éclairé? Qu'est-ce que c'est qu'un mental éclairé? Qu'est-ce qu'il appelle, Charles Haanel, un mental éclairé? Eh ben voilà, il nous donne la réponse dans les paragraphes qui suivent. Donc là, on va regarder ensemble, hein. Le mental doit acquérir un certain type de pensée qui lui permet de se reproduire elle-même sans aucune semence extérieure pour l'imprégner. Donc, pas de rivière des rêves, hein. Sans aucune semence extérieure pour l'imprégner. Donc, il doit acquérir ce type de pensée, hein, qui lui permet de se reproduire elle-même. Donc, la pensée donc, c'est un mode de pensée qui permet à la pensée de se reproduire elle-même, sans aucune semence extérieure.
ça m'a fait penser justement à la manière dont, si vous avez lu, ça se passe, je crois que c'est dans un des paragraphes de La clé de la maîtrise aussi, où Charles Arnold décrit comment fonctionne Nikola Tesla. Je crois que c'est là-dedans. Et Nikola Tesla, en fait, il explique qu'il conçoit complètement ses machines ou ses inventions dans la tête. Il les visualise, il les construit, enfin, il fait la construction, il fait les tests de ses inventions dans la tête, et il dit, quand j'ai fini les tests et que j'ai fait toutes les corrections possibles et imaginables, et que après les derniers tests, je vois que tout fonctionne, alors je construis ma machine. Voilà. Et il dit, en 20 ans de pratique, toutes mes machines ont toujours fonctionné du premier coup. Voilà. Et donc, en fait, c'est ça le truc incroyable de, effectivement, avoir sa pensée tournée vers l'intérieur. Mais c'est pas tout, hein. Il y a encore euh, d'autres conditions qui expliquent ce que c'est qu'un mental éclairé. Il dit, voilà, quand le mental a acquis cette faculté, donc de se reproduire elle-même sans semence extérieure, il est capable de générer des pensées spontanément, sans stimulation extérieure. Et donc, moi, en fait, comment j'interprète cela? Eh ben, c'est en comprenant qu'en fait, je suis connecté à ma partie supérieure. Donc, en fait, mon soi supérieur, on va dire mes couches supérieures, là, on parlait tout à l'heure de l'âme et de la surâme ou de l'esprit et tout ça, ben voilà, on peut parler de ça aussi, mais cette partie supérieure qui est en fonctionnement, mais avec laquelle j'ai pas de contact franc et direct pour l'instant, même il y a un petit filet qui passe de temps en temps, hein, sous la forme de tiens, ma petite voix m'a dit que, tiens, j'ai ressenti ça. Il me semble que ça, c'est juste, je ressens que c'est juste, enfin, l'intuition et toutes ces choses-là, c'est ça, en fait, les voix qui viennent du dessus. Mais ici, c'est de ça qu'il parle aussi. C'est cette capacité à générer des pensées spontanément, sans stimulation extérieure. Alors, ces pensées-là, elles viennent de là au-dessus, de nous. Elles viennent de nous, mais du dessus. Elles viennent pas de l'extérieur. Et alors, d'ailleurs, c'est confirmé ici. Ceci se fait en concevant une pensée dans le mental par imprégnation et fécondation de l'universel. Or, justement, notre partie supérieure, elle est en contact avec l'universel, rappelez-vous. Notre subconscient, par exemple, auquel on n'a pas accès non plus, notre inconscient, il est en contact avec notre âme, notre esprit est en contact avec l'universel. Et donc, il y a cette notion d'omniscience et d'omnipotence aussi. En tout cas, voilà. Donc ça, on avance sur la notion de mental éclairé, hein, vous voyez. Donc ici, il y a ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il nous dit encore? Alors, au 34, il nous dit, Et le paragraphe qui m'a touché le plus après, c'est le 38. C'est le 38. C'est mon ouais, truc. on va y arriver, Didier. Ouais, ouais, c'est le chapitre qui m'a touché le plus après le premier. Voilà. Super, ben, on va y arriver. Avant ça, il y a le 34 qui nous dit, les pensées ne doivent pas être autorisées à sortir à l'extérieur. Voilà, donc ça c'est important. euh, et qui les conduit à créer des états psychiques correspondant à leur nature. Je vous donne quelques exemples, hein. Par exemple, si vous avez des pensées de gratitude, qu'est-ce que ça crée comme état psychique? Ben, c'est un état euh, vibrant d'harmonie, vibrant de... Je sais pas, quelles sont les émotions qui sont associées à la gratitude pour vous? Ben, c'est ça en fait l'état psychique que ça génère. Vous avez des pensées d'abondance aussi, qui peuvent être facilement interprétées comme exemple, comme référence, si vous voulez. Vous voyez? Et donc, alors par opposition, évidemment, si vous avez des pensées entre guillemets négatives, je sais pas moi, d'angoisse ou de stress, etc. Vous voyez, on crée à ce moment-là aussi cet état psychique, mais dans ce cas-là, néfaste, et on va tourner à l'envers. Mais voilà. Donc ici, il nous dit, les pensées ne doivent pas être autorisées à sortir à l'extérieur, mais au contraire, doivent rester à l'intérieur, là où elles vont créer des états psychiques euh, correspondant à leur nature. Pensée de gratitude, pensée d'abondance, des pensées créatives,
hein, comme Nikola Tesla par exemple. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas fini parce qu'ici en 36, il y a encore un indice. Euh, c'est- voilà. Donc, un mental éclairé, c'est aussi un mental qui fonctionne en connexion avec l'âme de l'homme et son esprit. Ben, ça, c'est ce qu'on vient déjà de dire, hein. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, en fait, là, c'est la capacité à vous connecter de mieux en mieux à votre voix intérieure, à votre intuition, à entendre des prémonitions qui vous viennent, des notions de connaissance directe, par exemple, hein. Il y a une information qui vous vient et vous êtes capable de dire bah, ça c'est juste ou ça c'est pas juste. Alors que bon, il y a pas d'autres preuves. Mais en réalité, je vais vous dire que et pas, ça c'est une chose que j'ai réalisée par déduction et c'est la logique. Là, je vous inviterai à faire le processus vous-même, hein, pour vérifier. Et si ça ne tombe pas comme moi, ben, je suis prêt à en discuter. Mais en finalité, par rapport à tout ce que nous apprenons dans notre vie, depuis le premier moment où on est capable de comprendre ce que nous disent nos parents ou qu'on met un pied à l'école, et puis qu'après on apprend plein de choses à tous les niveaux, eh bien, je vais vous dire, on ne peut absolument rien prendre comme argent comptant. La seule chose qui nous reste après ça, évidemment, si on part de cette base-là, c'est notre capacité à créer du discernement, donc à nous connecter à notre soit à l'intérieur et à se dire, tiens, comment je ressens? Est-ce que je ressens que c'est juste ou pas juste? Est-ce que c'est vrai ou pas vrai pour moi? Voilà. On n'a que ça, on n'a rien d'autre. Hein, on n'a pas celui qui vous dit, le scientifique de renom qui vous dit, ça c'est la preuve, j'ai la preuve que... Non, pas du tout. Tu n'as rien du tout, mon brave ami. Tu as juste une croyance que d'autres t'ont mise dans la tête, éventuellement. Euh, je prends ici maintenant le temps de vous donner deux, trois exemples concrets. La première fois que j'ai pris conscience de ça, c'est lorsque j'ai entendu justement parler de Nikola Tesla et que j'ai pris connaissance de l'énergie libre, ce potentiel qu'on a de créer des systèmes surnuméraires, donc qui produisent plus d'énergie que ce qu'ils n'en consomment. C'est un fait, ça existe. J'ai la preuve puisque j'ai roulé il y a déjà très longtemps chez notre ami Franck Hatem d'ailleurs, dont le père était un chercheur dans ce domaine-là. Il avait créé une machine à énergie libre et j'ai roulé sur un vélo expérimental qui fonctionnait sur ce principe, un truc à base d'aimant. Et j'ai remonté, en fait, c'est comme si j'avais un vélo électrique. J'ai remonté la rue de notre ami Franck Hatem là, qui montait très fort. Pas aussi fort que notre rue ici, mais presque. Et en pédalant sans effort. C'est comme si j'avais un moteur électrique sur mon vélo, mais il n'y avait pas de moteur électrique, il y avait juste des aimants qui fonctionnaient pour faire ça. Voilà, c'était incroyable. Et quand j'ai parlé de ça et des découvertes de Tesla à mes copains ingénieurs à l'endroit où je travaillais, ils m'ont évidemment tout de suite mis sous le nez les trois lois de la thermodynamique qui prouvent qu'en fait, il est impossible d'avoir de l'énergie surnuméraire. Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que, en fait, ce sont les trois lois de la thermodynamique qui ne sont pas, en fait, conformes à notre univers. Elles ne décrivent pas de façon exacte notre univers. Voilà. Même si elles répondent à un système, évidemment, relativement bien construit, hein, dans lequel on retrouve d'ailleurs les concepts de géométrie sacrée et tout ça, mais en fait, ce n'est pas juste, en fait. L'énergie libre, elle est juste. Les lois de la thermodynamique ne sont pas justes. Voilà. Enfin, elles ne sont pas entièrement justes. Et donc, c'est pour ça qu'on peut justifier que le fait que l'énergie libre existe est un fait avéré. Bon, voilà, c'est un exemple, hein. Donc, si j'ai étudié la loi de la thermodynamique hein, dans mes cours d'ingénieur à l'école, bon, j'y ai cru, mais je l'ai prise pour argent comptant. C'est ça que je voulais vous dire. On est obligé, évidemment, sinon on passerait notre vie à tout remettre en question à tout moment. Et pourtant, il y a des moments où c'est nécessaire de le faire. Donc là, en fait, mon intuition de l'époque m'a dit, ben, c'est ce que j'ai vu sur l'énergie qui est vrai. Ben, tant pis, si la loi des thermodynamiques ne se vérifie pas, ben, c'est qu'elle n'est pas bonne, quoi. Euh,
j'ai pas cherché à démontrer, mais voilà. Donc, vous voyez un petit peu le fonctionnement. Ok, j'avance. Alors, il y a Didier qui nous disait que le 38, ça l'avait marqué. Donc, vas-y, Didier, dis-nous ce qui t'a marqué là-dedans. Oui, attends. Alors, je vais éteindre parce qu'il y a un effet de Larsen. Alors, ce qui m'a touché, c'est que, en fait, c'était le rappel à l'omniscience, l'omnipotence et à l'omniprésence de notre âme. Et, on en parle tout le temps dans la formation Vivre dans la grandeur. Et c'est vraiment ça. Voilà. Donc, je dis, tiens, il n'a pas dit que des bêtises, Charles Hanel. Voilà. Ben non, évidemment que non. Ah, ça c'est sûr. Voilà, oui, on est en phase, hein, c'est sûr. Donc, Ouais, l'omniscience, l'omniscience, en fait, c'est notre esprit, puisque c'est lui qui est en contact direct euh, avec avec l'universel. ouais. Euh, et alors, il parle de l'âme comme l'omniprésence. Oui, là, c'est un peu plus compliqué à comprendre, mais bon, voilà, disons que voilà, on est en phase. Nous avons les caractéristiques de l'univers avec simplement un degré d'échelle amoindri, c'est-à-dire qu'on est comme l'univers, nous sommes omniscients, omniprésents et omnipotents. On a tous les pouvoirs. Pas dans notre état actuel, il faut bien le dire, mais le jour où nous deviendrons avatars, c'est-à-dire où nous aurons réussi à élever notre conscience jusque dans les dimensions des fréquences supérieures de notre existence et de notre anatomie, eh bien, là, nous serons effectivement omnipotents. Et tu parlais des 15 dimensions, je crois qu'on peut atteindre que les 12 premières pour l'instant, non? Alors, les 12 premières sont des dimensions de matérialisation. Donc, on va dire qu'on y trouve la matière, mais dans des densités extrêmement allégées, évidemment, dans les dimensions supérieures. Mais la matière s'arrête à la 12e dimension et dans les trois dernières, on est uniquement dans des notions de conscience pure. Voilà. OK, alors, moi, j'avais relevé le 39, hein, il parlait de la pensée éclairée. Un tel homme, donc un homme qui a le mental éclairé est habité par le vrai pouvoir dans tout ce qu'il fait. Il est en vérité un maître, le créateur de sa propre destinée, l'arbitre de son propre destin. Et ça, en fait, c'est la clé de la maîtrise. Voilà. Donc, ben, en résumé, qu'est-ce qu'on est amené à faire? Ben, j'ai envie de dire à travailler le fait de faire en sorte que notre mental devienne un mental éclairé. Voilà, je pense que je vais pas. Après, le reste, c'est intéressant aussi, hein, c'est vraiment intéressant parce qu'il parle dans les parties 42 à 50 de la notion des croyances collectives sur l'âge et le vieillissement, qui sont effectivement des croyances collectives dévastatrices, puisqu'elles n'ont aucun fondement réel par rapport à notre nature profonde d'être humain. Mais vous savez bien l'effet des croyances. Si nous avons, et j'ai ces croyances aussi, puisqu'elles sont collectives, hein, ces croyances, c'est pas parce que je sais qu'elles ne sont pas bonnes que je peux m'en débarrasser facilement. Ça, faut bien se rappeler, hein. Si vous constatez que dans n'importe quel domaine de votre vie, il y a des croyances qui vous font du tort, c'est un premier pas de vous en rendre compte et de les repérer, mais ça demande un travail, ça ne suffit pas pour vous en débarrasser. Vous avez besoin de faire un travail, évidemment, parfois même compliqué et dur et difficile, pour vous débarrasser de ces croyances, pour les remplacer par des croyances constructives qui vont euh, vous induire dans des comportements constructifs, on va dire. Oui. OK. Euh, Il parle des cycles de 7 ans, ça m'a touché parce que on en parle, nous, dans le bouddhisme, aussi des cycles de 7 ans, et pas que dans le bouddhisme d'ailleurs. Donc c'est vachement important, ces cycles-là, et ça m'a interpellé. Ok, oui, tout à fait. Alors là, je peux pas rentrer dans le détail pour l'instant parce que le concept des sept, il est très très implanté évidemment dans pratiquement partout, hein, y compris on voit ça dans les religions aussi, on voit ça euh, dans les enseignements même non religieux, hein,
de type spirituel, etc. Mais il y a des choses à dire, mais c'est pas possible aujourd'hui, voilà. Donc, on reviendra avec ça là-dessus plus tard. Alors, maintenant, je termine au 52. On va terminer là-dessus, sur le 52. Le fait qu'une année représente une révolution complète de la Terre autour du Soleil n'a rien en commun avec l'évolution de l'être humain. Voilà. Alors, lui, je sais bien qu'ici, dans le contexte, il relie ça à la notion du vieillissement, etc., et de l'âge. Et effectivement, je suis bien d'accord avec ça. Si on prend cette phrase à ce niveau-là, elle est parfaite. Maintenant, on peut aller plus loin. Quelle devrait être l'évolution normale de l'être humain? Et ça, en fait, on en parle dans la science kélantique et dans les formations cataractes que je suis en train de faire et qui conduisent en fait à des pratiques énergétiques de soins réels, hein. Donc, comme c'est enseigné, enfin, comme je me suis formé à des techniques énergétiques il y a déjà des années avec Françoise, c'était entre 2002 et 2007. On a fait 4 ou 5 ans de formation approfondie là-dessus. Et ici, on est dans le même créneau aussi avec Catara. Il y a moyen de mettre en place des pratiques énergétiques qui vont nous aider progressivement à nous reconnecter à notre statut d'être humain en pleine évolution. Le principe, donc, est le suivant, et je vais vous laisser avec ça parce que c'était, au fond, mon intention initiale, c'était au minimum de mettre la graine dans votre esprit, en tout cas pour ceux qui n'étaient pas présents au mois de juillet, sur un concept qui est en train de devenir primordial dans beaucoup de milieux, pas dans les médias évidemment, hein, c'est pas là, vous n'entendrez pas parler de ça. Mais par contre, il y a beaucoup de chaînes, de réseaux sociaux qui en parlent. Alors, de nouveau, méfiance, évidemment. Ne prenez jamais rien pour argent comptant parce que il y a beaucoup de manipulation aussi là derrière justement parce que l'enjeu, c'est la croissance de l'être humain. Donc, c'est notre intérêt à nous de grandir tous ensemble, mais c'est l'intérêt c'est suivant certains autres intérêts, ça ne l'est pas. Donc, il y a une espèce de bataille qui est en jeu depuis un petit temps, depuis pas mal de temps. Mais l'enjeu numéro un, c'est quoi? Et je cite le mot ici, c'est l'ascension, le concept d'ascension. Ce concept, c'est pas du tout le concept religieux auquel, pour ceux qui sont pratiquants d'une religion chrétienne, par exemple, euh, c'est pas de ça qu'on parle, enfin, pas tout à fait, même pas presque pas du tout. C'est du concept d'ascension, c'est un concept extrêmement pragmatique. C'est quelque chose qui consiste à élever notre conscience progressivement, justement, dans ces dimensions, dans ces gammes de fréquences de plus en plus élevées. Ça veut dire concrètement ben, de, de, de se connecter progressivement à nos pouvoirs supérieurs. Par exemple, là, je vais utiliser quelque chose que tout le monde connaît. Tout le monde a déjà fréquenté ou entendu ou reçu des informations d'une voyante extralucide, par exemple, qui voit l'avenir, etc. OK. Alors, il y en a plein qui sont dans le charlatanisme, mais il y a quelques personnes qui font ça très sérieusement. Je vous cite juste un exemple qui s'est produit il y a quelques années pour notre fille. Notre fille, on avait enseigné à notre fille le massage assis, on avait appris ça, on s'était formé, on était devenu formateur là-dedans. Notre fille se forme pour se faire de l'argent de poche, elle va dans un salon du bien-être et elle fait du massage assis pour les passants dans le salon. Mais le stand d'à côté était tenu par un monsieur qui était un espèce de voyant extra-lucide, je ne sais pas comment il se présentait, mais c'était ça. Et donc, pendant les pauses café, etc., ben, ma fille se met à discuter avec ce brave homme. Et à un moment donné, donc à cette époque-là, je crois que ma fille venait juste de se marier, ou oui, quelque chose comme ça. Elle venait de se marier. Euh, et elle avait planifié des vacances au Maroc. Bon, c'était son premier, je crois que c'était même leur voyage de noces. Voilà. Et donc, ce voyant extra-lucide, en fait, lui dit, pendant une pause café, tiens, écoute, je viens de voir qu'en fait, à Noël, tu feras du ski.
Et puis il lui dit aussi qu'en fait, elle va avoir des jumelles. Waouh. Bon, ben, notre fille, elle prend ça, ok, pourquoi pas. Mais elle rigole un peu parce qu'elle dit, ouais, vous savez, au mois à Noël, je serai au Maroc. Donc, je crois pas que je ferai du ski au Maroc. Bref, les jours passent, la Noël arrive, les vacances, ils partent au Maroc. Et puis, de fil en aiguille, dans l'organisation de leur voyage, il y a des trucs qui marchent pas trop. Et donc, ils finissent par se retrouver dans les montagnes de l'Atlas, qui font 4000 mètres d'altitude, hein, je vous rappelle. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, ils sont au sport d'hiver, dans l'Atlas, contrairement à ce qu'ils avaient planifié au départ. Et donc, ma fille, au moment où elle s'est retrouvée sur les skis, elle s'est rappelée, en fait, la vision de ce brave homme qui lui avait partagé ça, quoi. Je dis, waouh, c'est quand même pas mal. Et puis, quelques temps plus tard, ben, la première naissance chez notre fils, c'était effectivement des jumelles, alors qu'il y avait zéro antécédent dans la famille de François, chez moi. Donc, c'était inconcevable. Mais voilà, ça s'est passé. Donc voilà, c'est pour vous dire que il y a effectivement des personnes qui ont des capacités supérieures, et ces capacités, en fait, elles sont simplement atteignable dans les échelons supérieurs de la conscience. C'est ça que ça veut dire. Si nous arrivons à élargir notre conscience pour capter ces zones-là, si vous voulez, rentrer dans ces dimensions-là, eh ben, en fait, vous devenez capable de faire pareil. Voilà. Etc. Euh, donc, ce concept d'ascension, c'est de mettre en route, en fait, un ensemble de pratiques qui vont vous permettre de façon, comment dire, organisée et systématique de faire ça. Et la bonne nouvelle, c'est que la fondation pour faire ça, pour faire toutes ces pratiques, ben, c'est toutes les pratiques que vous maîtrisez déjà avec la clé de la maîtrise, puisqu'il s'agit avant tout, évidemment, de nettoyer notre intérieur, de se purifier, si vous voulez, par l'intérieur. Et donc, et donc simplement en faisant ça, en fait, cette mécanique d'ascension, il n'y a rien de particulier d'autre à faire. Elle va se remettre en route et elle va nous mener progressivement. Elle est déjà d'ailleurs en train de vous mener, sans que vous vous en rendiez trop compte peut-être, mais elle est en train d'opérer maintenant, cette mécanique, pour vous élever progressivement dans vos échelons supérieurs. Voilà. Donc, rappelez-vous qu'aujourd'hui, un des enjeux planétaires pour l'humanité, c'est l'ascension, c'est l'élévation de la conscience parce que, et pour ramener ça à des notions extrêmement terre à terre, c'est la solution probablement même unique, c'est même certainement la solution unique pour sortir de tout le chaos dans lequel nous sommes aujourd'hui, au niveau planétaire, si vous voulez. Donc c'est ça la porte de sortie. C'est une élévation, je vais dire, commune, collective, c'est ça le mot que je cherchais, une élévation collective de la conscience humaine qui va nous sortir en fait de tout ce chaos. Parce que on va dire que dès la dimension 5, on touche à des fréquences en fait et donc des sensations, des comportements, des vibrations qui sont dans la loi de 1, qui sont des vibrations unitaires où il n'y a plus de dualité, il n'y a plus de compétition, il n'y a plus d'affrontement ou de... Voilà, chaque être va être dans son individualité, différent des autres, mais il va y avoir une harmonie on va se compléter les uns les autres et on va construire les choses, on va construire le monde de façon collective et harmonieuse, on va dire comme ça. Et ça, c'est l'évolution normale. Et donc, je répète et je termine là-dessus, on est maintenant dans la prise de conscience que notre porte de sortie, c'est de travailler à notre ascension, à notre élévation de conscience. Et voilà. Et donc, je vais vous laisser là-dessus. Je vous ai dit, on va faire une progression, hein, donc les séances prochaines, on va continuer à éclaircir tout ça, à donner des infos complémentaires. Et donc, moi, j'ai envie de vous laisser avec un exercice pratique à vous suggérer quelque chose de très concret pour la suite et qui pourrait être amusant même enfin, moi, je trouve ça assez passionnant. Il faut juste y penser. Et donc, si vous avez l'habitude déjà d'écrire des choses, de vous référer à des écrits dans vos pratiques quotidiennes pour vous rappeler, hein, rappelez-vous les histoires des fiches et tout ça, écrivez simplement de vous rappeler de faire l'exercice suivant.
c'est de, chaque jour, quand vous y pensez, d'essayer de reconnaître, de repérer les moments où il y a des informations qui viennent de votre partie supérieure, une intuition, un ressenti, une prémonition, une intuition. Essayez de vous raccrocher. Alors, commencez peut-être aussi par faire, ça c'est un exercice complémentaire de préparation, à essayer de vous rappeler dans le passé euh, un ou plusieurs événements où vous vous êtes dit à un moment donné, ah mince, si je m'étais écouté. Ah mince, je savais qu'il fallait que je dise ça ou que je fasse ceci ou que je fasse ça, et je ne l'ai pas fait. Voilà. Et donc, ou l'inverse, et je l'ai fait, heureusement que je l'ai fait. Ah, j'ai ressenti qu'il fallait que je fasse ça, et je l'ai fait, heureusement. Voilà. Donc, essayez de retrouver des faits, parce que c'est sûr que vous en avez vécu plein. Nous sommes tous guidés par notre partie supérieure là. C'est un guide extraordinaire, mais le truc, c'est de développer notre capacité d'écoute. Voilà, donc c'est ça que je vous propose de faire là pour les jours qui viennent. Et alors, si c'est OK pour vous, bah, c'est de partager vos découvertes de façon très courte et simple, mais sur la plateforme CMAMM, au fur et à mesure que vous faites des découvertes ou des expériences dans ce domaine-là. Est-ce que c'est clair ce que j'explique là? Vous avez compris? Donc, c'est pas formel, hein, vous le faites pas, mais c'est une proposition. Que je trouve intéressante. Si vous prenez le temps de le faire, ça peut vraiment changer la donne et activer les choses plus rapidement. Est-ce que c'est clair l'exercice? Oui. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques, des questions? Parce que j'ai épuisé presque tout le temps, donc Oui, le livre, tu voulais nous donner la référence. d'accord, c'est ça. Je vais le mettre dans le chat. Tu veux bien m'apporter mon Kindle? Non, attends. Voilà, alors ici. Sinon, les exercices, c'est surtout continuer tout ce qu'on faisait avant. Attendez. Ah oui, mais il faut que je l'allume. Alors, ah mince. Voilà. Donc, ici, où est-ce qu'il est mon chat? Attendez, je vais arrêter le partage. Hop, le chat. Où est mon chat? J'ai perdu mon chat. Ah, il est là. OK. Alors, ici, donc, le titre du bouquin, c'est. Oups. Oh là là. Weapons of Mass Protection. Ça, c'est le titre du livre. Donc, c'est Practical Tools for Spiritual Warfare. Des outils pratiques pour la guerre spirituelle. Et donc, les auteurs, c'est une femme très, très connue, c'est Abby Wine et Marc Atwood. Ça, ce sont les auteurs. Donc, là, j'ai quasi fini le bouquin, c'est très, très intéressant. Euh, Ça donne plein d'outils pratiques. Malheureusement, c'est pas traduit, c'est un bouquin tout récent, il vient de sortir et il est juste en anglais. Donc, si vous lisez l'anglais, allez-y. Sinon, ben, attendez un petit peu la traduction. Ok, alors qu'est-ce qu'il y avait dans le... Je regarde le chat. Si vous avez des questions, allez-y, hein, ouvrez votre micro et puis posez la question. Vous faites Oui, pour les pratiques essentielles à ajouter, ce serait quoi en fait à garder vraiment une pratique vraiment. Parce que j'essaie de relancer la machine après les vacances, j'étais de retour des vacances. les pratiques, ben, c'est toutes les pratiques que tu as apprises avec la clé de la maîtrise. Donc, ben, moi, je vais te dire celles qui sont devenues intégrées dans mon quotidien. C'est la diète mentale, complétée avec Ho'oponopono, pour moi, en tout cas, donc c'est la loi de substitution. C'est le non-jugement, pas d'opinion.
Je suis encore loin d'être parfait là-dedans, hein, mais enfin, je pratique. Je fais de mon mieux. Euh, Après ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, les lectures de ma DBE, enfin, le fais-le maintenant, enfin, toutes ces choses, c'est devenu la gratitude. Reprendre ok. Reprendre un peu tout ce qu'on faisait. Ouais. Ça, parce que ça crée la fondation, tu vois, un ensemble de pratiques. C'est comme te brosser les dents, prendre une douche. Enfin, c'est devenu, enfin, ce sont c'est des moyens extrêmement importants aujourd'hui pour garder son esprit sain. Et il y a une autre chose que je pratique aussi, évidemment, c'est de fermer mon esprit à tous les bruits extérieurs. C'est extrêmement compliqué, hein. J'ai dû prendre des mesures drastiques pour ne plus me brancher sur YouTube ou sur Telegram ou sur Facebook. Enfin, c'est redoutable, hein. Tout est fait pour capter notre attention et c'est notre force, notre attention, J'ai encore du mal à débrancher, je vous. voilà. Et bienvenue au club, mais donc il faut savoir que c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est ton attention, c'est ta conscience, c'est ta présence. Elle t'appartient et donc le fait de devenir ce penseur, de penser par soi-même, exige qu'on soit capable de pouvoir se recentrer sur soi et repousser toutes les influences extérieures. Ouais. Alors oui, Céline, le nom exact de la dame concernant les enseignements de la liberté, c'est Ashayana Diane. Je vais mettre sur la plateforme CMAMM les informations complètes parce que tout le matériel est en anglais. Donc si tu lis l'anglais, je te recommande évidemment d'utiliser la source initiale de ça. Et par contre, si tu as, pour ceux qui ont du mal avec l'anglais et qui aimeraient bien s'y plonger, j'ai découvert de plus en plus de gens qui l'ont fait en France, qui ont fait des bonnes interprétations en français. Et je vous en donnerai une ou deux. Euh, mais je vous préviens, ça décoiffe, hein. Donc, c'est pas du tout ce qu'on vous a appris, du style l'homme descend du singe et des conneries pareilles. C'est pas ça du tout, hein. On est dans un autre monde, là. Et j'aimerais aussi partager quelque chose. Je sais pas s'il y a des gens qui ont Gaïa, excusez-moi pour ma voix. Il y a Greg Brandon qui a fait une série qui s'appelle Chez nos manquants. Je voulais la partager, mais c'est payant. Et vraiment, il a fait un truc, il a comparé l'ADN humain avec l'ADN du singe. Et tout particulièrement l'épisode 6 de la première saison. Et il parle de l'ADN, une expérience sur l'ADN qui montre que l'ADN contrôle la matière. Grosso modo, ils ont vidé une bouteille, ils ont essayé de faire un vide absolu, ils ont mis l'ADN, ils ont vu que la matière, avant l'ADN, la matière était partout dans la bouteille, et dès qu'ils ont mis l'ADN humain, l'ADN humain structurait la matière. Et quand j'ai vu cet épisode, vraiment, où il y a eu d'autres séries d'expériences qui connectent vraiment que l'ADN est ce qui structure la matière et l'émotion euh, dé- euh, est à notre ADN. Les émotions positives font que l'ADN fonctionne plus. Bon, pour ceux qui peuvent, en tout cas, cette série est juste excellente. Voilà. Ouais, merci Abbas. Donc oui, tenez à protéger votre ADN comme la prunelle de vos yeux parce que c'est ce qu'il y a de plus important dans votre organisme. Voilà. Ne laissez absolument personne toucher à votre ADN, c'est absolument vital. Voilà. On en reparlera de tout ça au fur et à mesure. Mais ouais. Donc merci Abbas. Alors, si je peux parler. Alors, pas toucher à notre ADN, c'est très simple, hein. Euh, Moi, par exemple, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, on n'a pas fait les injections. Par contre, les petits-enfants, on n'a aucune autorité. Et c'est vrai que j'ai beaucoup parlé avec mes enfants. Ils n'ont pas touché les enfants, mais on n'a on peut rien faire, hein, dans ces cas-là. J'ai cette chance. Mais voilà. Sinon, je voulais partager aussi un petit truc par rapport à ce que tu disais. Les gratitudes, alors là, c'est quelque chose, c'est magique. Ça vient naturellement. Je me rends compte que tous les jours, je suis en gratitude. Je regarde un papillon, je regarde, c'est trop génial. Par contre, par rapport à toutes les interférences,
Et je suis un peu tombée dedans justement pendant les épisodes où on était confinés avec toute ce truc-là. Et moi, dans ma tête, j'ai toujours dit, il faut écouter ses ennemis pour pouvoir les combattre. Donc j'écoutais beaucoup les médias et en fait, je me suis rendu compte que c'est comme une drogue qui est rentrée et on a beaucoup, beaucoup de mal après à s'en détacher. Et je me suis dit, c'est aussi peut-être, je parle pour moi, parce que j'écoute plus tous ces trucs-là, mais des fois je mets en fond sonore hein, parce que ça m'évite de penser en fait. C'est horrible, hein? Ouais. Oui, oui, oui. Ben, ce sont toutes des habitudes qu'on a tous développées. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai, que c'est super d'en prendre conscience, tu vois. C'est Ouais. super. Après, tu peux corriger le tir et avancer. C'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on Et avance. c'est vrai que cet été, je me suis mise en cure, j'ai repris des bouquins et je bouquine. Bravo, bravo. Ça Super. m'empêche aussi de penser. Oui. On a le droit de penser, mais il faut apprendre à penser à l'endroit et voilà. Donc, ça Non, mais prend. c'est ça, mais c'est assez difficile, hein. Moi, je vous ai dit, hein, moi, je suis très novice dans tout ça et c'est pas évident pour moi. Donc, je prends tout ce qui peut m'aider pour pas penser au passé, les regrets, les machins. Mais Excellent. j'avance. Merci à vous. Gratitude. Isabelle. Je vais être obligé d'arrêter ici, les amis, parce que dans 4 minutes, moins de 4 minutes, il y a une réunion guide et j'ai besoin de laisser un peu de temps pour l'enregistrement. Il y a un traitement d'enregistrement là. Donc, c'est enregistré et donc pour ceux qui n'étaient pas là, bah, ils pourront s'y connecter. Je mettrai le lien d'ici demain matin ou plus tard sur la plateforme. Voilà, je vous remercie pour votre présence, vos partages. Et voilà, je suis impatient de vous retrouver dans quelques semaines. Et pour les guides, ben voilà, on se retrouve dans quelques minutes là. À tout de suite.